Bienvenue à En français, s'il vous plaît. Je me présente Cédrini, votre animateur, et comme à chaque semaine, on a toute une brochette d'invités, en commençant par notre historien Stéphane Tessier, que vous commencez à le connaître, c'est un habitué de l'émission. Nous avons également Steve O'Brien comme invité, un athlète de renom ayant gravi plusieurs échelons, ayant représenté le Canada même à l'international. Et aussi, on a des immigrants au parcours inspirant. Ruben Jiménez, Sofia Velikova, Kerlando Moret, et on vous réserve également quelques surprises reliées à la langue française. Êtes-vous prêts? Je suis prêt à En français, s'il vous plaît. Fidèle à nos habitudes, on entame l'épisode avec notre historien Stéphane Tessier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Là, aujourd'hui, tu vas nous parler du 20e siècle et de la Révolution tranquille. Donc, je ne veux pas utiliser d'anglicisme, mais j'ai pas le choix. Il y a comme eu un clash entre le français urbain et le français rural, n'est-ce pas? Une rupture, garçon. Une rupture. Une rupture. On va parler de ce qui va mener au début de la Révolution tranquille, car souvent en histoire, il y a des choses qu'on appelle l'accélération, des choses qui se passent rapidement, mais qui sont en gestation depuis un petit bout. Au début du 20e siècle, le français, il va y avoir quelque chose qui va avoir un effet dessus. C'est l'exode rural qui avait commencé au 19e siècle. C'est l'urbanisation, les gens vont vers les villes. Alors, il y a un peu un lien avec la révolution industrielle. Il y a plus d'emplois qui sont offerts dans les villes. Les industries apparaissent. C'est aussi la période où les terres agricoles coûtent de plus en plus cher, sont moins accessibles. Alors, beaucoup de gens quittent les villes. D'ailleurs, aussi, beaucoup de gens vont aux États-Unis. Il y a beaucoup de Canadiens français qui s'en vont aux États-Unis. D'ailleurs, la grand-mère ou arrière-grand-mère de Madonna, c'est une Canadienne française. C'est une dénommée Fortin. Mais on va revenir sur le sujet, si tu permets. Oui, tout à fait. mais il y a beaucoup de gens qui s'en vont vers les villes. Et en ville, ils découvrent un univers où ils sont un peu déclassés. Parce qu'ils arrivent dans un endroit où l'anglais est déjà présent, par exemple dans l'affichage, dans les commerces, des choses comme ça. C'est des gens qui arrivent aussi d'un milieu rural où l'éducation de haut niveau n'était pas nécessaire. Fait que vous avez des gens qui ne sont pas très scolarisés. Fait qu'ils arrivent puis ils vont travailler dans les milieux industriels et ils sont déclassés socialement et ils sont à la merci un peu du capital anglo-saxon. Alors, ils vont découvrir un langage, des emprunts linguistiques qui va dégénérer un peu la langue à travers le temps. Est-ce que ces gens-là qui passent d'un milieu rural à urbain, est-ce qu'ils se sentent inférieurs à cette époque-là ou pas nécessairement? Quand on va leur dire qu'ils parlent un mauvais français, parce qu'éventuellement, ce qui va advenir, c'est qu'on va leur reprocher des anglicismes ou sinon des mauvaises structures de phrases, une mauvaise syntaxe. Et même certains intellectuels à la grandeur du Québec, ils vont dire, ils vont entendre même des anglophones dire qu'on parle un mauvais français ici. Ils vont dire un French Canadian patois. Un patois, ça veut dire une mauvaise manière de parler la langue. Alors, même des gens qui finissent par y croire. Hein? Fait qu'il y a comme un sentiment de culpabilité. On finit par y croire un peu à ceci. Fait que souvent, on va tenter de se réconforter en disant on doit se reconnecter avec le monde rural. Ouais. C'est là que vont apparaître des romans comme par exemple Maria Chapdelaine de Louis Hémon, qui apparaît au début du 20e siècle, où on idéalise le monde de la colonisation. On ouvre les régions comme l'Abitibi puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu pour retenir le flot migratoire vers les villes et les États-Unis qu'on ouvre ces régions-là. C'est un échec total, car les terres agricoles sont nulles là-bas. Alors, mais tu as des gens aussi qui vont dire c'est pas nécessairement la bonne manière parce qu'on s'éloigne de la modernité. Puis avec les années aussi, les gens en ville, avec les générations, ils sont plus en contact aussi avec la ruralité. Mais néanmoins, ça va être la langue française pour une certaine catégorie d'intellectuels. Ça va être le gardien de certaines traditions. Par exemple, le clergé va beaucoup appuyer là-dessus, que c'est le gardien de la foi, que si on laisse les anglo-saxons prendre de la place dans la société, on va perdre notre foi, on va perdre notre langue. Et la langue, c'est le gardien de la foi, là.
Et comment se passait la coexistence de tout ça? Je crois qu'il y a comme eu une insécurité linguistique par rapport à tout ça. Ben, c'est ça. On idéalise un monde rural qui disparaît d'ailleurs, parce que Ouais. les populations en milieu rural, un jour, elles vont être inférieures en nombre aux gens qui habitent les villes. Fait que ce qui nourrit cette pensée-là disparaît. Et en ville, on commence à avoir une population de plus en plus urbaine, mais qui sait on lui parle de sa langue qui n'est pas adéquate, qui est remplie d'erreurs. On entrait dans un commerce, puis tout l'étiquetage était fait par des Canadiens français. Et c'était en anglais. Hein? Alors, vous aviez même parfois des gens qui traduisaient de l'anglais au français, mais qui n'avaient pas les qualifications pour le faire. Donc la Alors, traduction c'était laissait à nul. désirer, un peu comme Google Traduction aujourd'hui. C'était pire. C'est comme des biscuits chinois un peu, là. Tu sais. C'était particulier. Mais éventuellement, on va Ouais. vouloir aussi bien parler la langue. Quand on se fait dire qu'on parle mal, fait qu'on va dire on doit bien la parler. Mhm. Comment bien la parler, ça va venir plus tard. Quelle tangente ça va prendre. L'idée, ça va être un peu de copier ce qui se passe ailleurs, Ouais. en France, à Ben, Paris. c'est ça que j'allais dire. Il y a des gens qui sont arrivés puis ils ont dit, bon, ben, il faut parler comme ça. Qui Ouais. sont ces gens-là et comment ça s'est orchestré, Fait Stéphane? que, il y a des groupes, des associations. Puis un des premiers qui fait ça en 1906, c'était dénommé en 1902 Adjuteur Rivard, un grand inconnu pour nous aujourd'hui. Mais son école de bien dire, parce que la plupart des gens savaient écrire à une certaine époque, mais quand c'était le temps de le dire, c'était laborieux. Puis d'ailleurs, j'ai quelques citations assez succulentes pour toi, mon ami Vas-y, mon Cédric. Stéphane, je t'écoute. Alors, Adjuteur, d'ailleurs, Rivard disait « Parlons français, mes chers compatriotes. Parlons correctement notre langue. Il est grand temps de nous arrêter sur la pente où nous glissons. Les anglicismes de plus en plus nombreux font de notre parler, même de la classe instruite, un langage hybride. Et la vulgarité de notre prononciation en enlève la douceur, l'harmonie et la justesse des sons, qui est la caractéristique du parler de France. Voilà pourquoi il est souvent plus agréable d'écouter Voilà, il est souvent plus agréable d'écouter parler un Français ignare qu'un Canadien instruit. Mais tu trouves pas que c'est condescendant? Je veux dire, On a honte de nous. c'est On a ça. honte de nous. Il faut- Et l'autre aussi est pas mal. Éventuellement, on va dire que les artistes doivent aussi... Il va y avoir la compagnie de théâtre qu'on va appeler les Compagnons de Saint-Laurent, au Collège Saint-Laurent à Collège Montréal. Saint-Laurent, ouais. Il va naître une troupe qui s'appelle les Compagnons de Saint-Laurent, où il va y avoir des grands acteurs qui sont nés là, qu'on a connus si on a un certain âge, des gens qu'on appelle dans certains milieux des vieux. Peux-tu Des m'en gens nommer comme Jean quelques-uns? Coutu, pas le pharmacien, mais l'acteur. OK. Il y avait aussi Jean-Louis Roux, mais aussi il y avait Félix Leclerc qui était de cette cohorte-là, de cette troupe-là. Mais au point de vue théâtre, avant eux, ce qu'on disait des acteurs québécois, canadiens-français, pardon, la cohabitation des artistes canadiens et artistes français sur une scène unique n'est pas une chose simple. Il faut le dire, la formation distincte des uns et des autres, la différence d'accent ou de diction crée des oppositions qui paraissent saugrenues sur une scène de théâtre. Ou si les acteurs canadiens sont-ils confinés à des rôles de paysans, de valets, de traîtres, où ces distinctions sont moins problématiques. Puis, ben là, tu me parles de l'art, mais parlons de toute forme d'art et de communication. C'est par la suite que là, il y a eu non seulement la radio, mais d'autres médias. Le de théâtre l'époque. n'a pas une grande portée. C'est les bourgeois, une classe un peu lettrée qui va au théâtre. Ouais. Mais il va y avoir en 1926 la première radio francophone qui est née en Amérique. C'est la presse qui fonde CKAC, où les gens peuvent entendre un français. Il y a une portée maintenant. Donc, CKAC a été fondé avant la radio de Radio-Canada? Oui, quelques OK. années après, Radio-Canada en 1936 s'est fondé. Et Radio-Canada aussi va créer pour ses employés qui travaillent dans les communications, 3 ans après, en 1939, un manuel de la bonne prononciation. Fait que peut-être des gens qui se rappellent, il y avait l'expression « le français de Radio-Canadien » qui était bienvenue à On l'a encore Radio-Canada. aujourd'hui un peu, hein? C'est moins prononcé qu'avant. Hein? Puis tu parles de Radio-Canada, mais il y a eu aussi la télé de Radio-Canada qui a été fondée dans les années 50. En 52, tout à fait, Cédric.
et ça va avoir encore une plus grande portée. Et la radio puis la télé aussi va apporter aussi une ouverture sur le monde. Hein? Parce que c'est des gens comme René Lévesque qui vont apporter qui vont nous raconter la Deuxième Guerre mondiale dans des mots qu'on connaît, dans des concepts qu'on connaît. Alors, on va se faire raconter le monde par quelqu'un de notre gang. Hein? Tu parles de René Lévesque. J'ai l'impression que tu vas nous en parler dans la prochaine capsule du prochain épisode, puisqu'on va parler un peu plus après ça de la Révolution tranquille et puis la continuité du 20e siècle. Un gros merci Stéphane Tessier, puis on se retrouve très bientôt. Mon prochain invité a été longtemps un athlète de haut niveau, également auteur, mais aujourd'hui j'ai envie de le brander. On le nomme Monsieur Persévérant. Steve O'Brien, quel plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, bienvenue à l'émission. Bien, je suis très, très honoré d'être ici. Pourquoi je dis Monsieur Persévérance? Parce que je crois que c'est un mot qui est tatoué dans ton cœur puis qui t'a suivi tout au long de ta vie et de ta carrière, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr qu'il m'appelle Monsieur Persévérant. Puis écoute, j'ai un bon modèle de rôle, c'est Terry Fox. Ouais. Je pense que ça dit tout. Je ne suis pas obligé de décrire ce que cet homme-là a fait. Je pense que j'ai juste suivi un peu dans son image. Ouais. Puis Steve O'Brien, c'est pas très francophone. Par contre, tu as des racines québécoises francophones. Fait que justement, parle-moi un peu de tes origines, parce qu'il faut se le dire, malgré ton nom, tu es quand même un Québécois, puis tu t'exprimes super bien en français. Oui, comme ma mère, c'est une Française, c'est Janine Brisebois. Ma femme, c'est une Française, José Graton. Là. Je pense que c'est pas mal francophone. C'est sûr que mon nom, au-dessus des années, en compétition, ils l'ont magané un peu. Ils l'ont magané un peu. Ils m'ont appelé Steve O'Brien, puis Steve O'Brien, puis c'est correct. Puis moi, ça ne me dérange pas. Je suis vraiment un Québécois. J'ai toujours été fier d'être Québécois. Mm-hmm. J'ai fait les premiers Jeux de la francophonie en 89, puis j'étais très fier. J'ai même fait les deuxièmes Jeux de la francophonie. Puis j'avais un manteau que j'adorais. Puis mon manteau, il était à moitié un drapeau du Canada, l'autre moitié une fleur de lys du Québec. Un côté rouge, un côté bleu. Je l'ai adoré, ce manteau-là, parce que ça représentait vraiment qui j'étais. Un petit gars, un petit Québécois qui est venu au monde au Canada. Je suis venu au monde à Hawkesbury, en Ontario. Puis, comme je t'ai dit, moi, les deux langues, j'adore les deux langues. Puis, tu sais, je suis pas plus un gars qui aime la langue française que la langue anglaise ou la langue anglaise. Moi, je suis un gars. Puis, moi, c'est important de respecter les langues. C'est ça la beauté du Canada, je crois. Tu sais, avec nos deux langues officielles, le français, l'anglais. C'est sûr qu'au Québec, on parle beaucoup plus en français qu'en anglais, mais c'est ça qui est beau, je crois. Tu sais, le fait qu'on peut parler autant en français qu'en anglais, puis je crois que c'est une richesse. Et non, faut pas penser qu'il y en a une qui domine plus que l'autre. Voilà, c'est bien. C'est une richesse, n'est-ce pas? Puis ça t'a servi, j'imagine, tout au long de ta carrière et même après. Après que tu as accroché tes crampons. Ah oui, j'essaie toujours de dire aux jeunes, tous les jeunes aujourd'hui au Canada devaient être bilingues et peut-être trilingues, en parlant même l'espagnol, tu sais, parce que c'est des langues importantes, que quand tu voyages, que tu peux te promener puis tu te débrouilles bien. Si tu parles rien qu'une langue, des fois, ça peut devenir difficile. Oui, tu es limité, c'est bien. Puis parle-moi de les Jeux olympiques, parce que tu t'es quand même rendu loin, là, à haut niveau, puis tu n'as pas assez proche, là. Ah oui, écoute, dans ma jeune vie, je voulais devenir un joueur de hockey, mais dans mon temps, c'était des gars de 6 pieds 2, 6 pieds 4 qui regardaient, puis c'est sûr que ça m'a fait de quoi pas être repêché. Pourtant, j'avais un bon talent, mais écoute, j'ai continué à faire plein de sports, puis j'ai été découvert à un âge encore assez vieux, à 22 ans. Ils ont dit, mon Dieu, donc bien vite, ce gars-là. So anyway, c'était un nommé Richard Crevier, l'entraîneur. Il était pour Sainte-Thérèse dans le temps, pour le Cassage Chaparral, puis il est devenu un grand entraîneur au niveau olympique pour l'Université de Sherbrooke. Puis Richard Crevier est devenu comme mon deuxième père. C'était pas qu'un coach, un mentor, c'est devenu un ami, puis c'était un bon monsieur. Puis c'est lui qui m'a suivi presque toute dans ma traversée. Puis je pense que c'est grâce à Richard que je m'avais rendu à un niveau si haut. Faut pas que je me le cache. C'est un gars qui était très rebelle. C'est pour ça que je m'accorde bien avec les jeunes. Je sais comment que les jeunes pensent. Je sais ce qu'ils vont faire avant qu'ils le font. Puis, tu sais, j'ai été comme ça. J'ai passé par ce parcours-là. Puis, à cause que moi, j'ai été chanceux, j'ai un père qui était là pour moi. Puis, mon père était sévère. Quand mon père regardait la pelle, je pelletais, regardait la vaisselle, je la faisais. Il parlait pas. Les yeux parlaient.
Aujourd'hui, malheureusement, on ne vit plus dans une société comme ça. Puis malheureusement, on sait que 2 parents sur 4 sont séparés. Que c'est dur pour l'enfant de savoir quel bord qu'il choisit, où qu'il s'en va. Puis une société qui est vraiment en train de bouger de toutes les directions, surtout depuis COVID. C'est pas évident. Puis moi, en 92, je ne pensais jamais de me rendre au niveau olympique. J'avais été courir à Austin, au Texas, puis j'avais fait le standard B pour aller aux Jeux olympiques. Puis j'étais vraiment comme, wow, qui aurait pensé qu'un petit gars de Brownsburg serait rendu aux Jeux olympiques? Ouais. Puis mon entraîneur m'avait demandé une chose, de me reposer pendant une semaine, puis de rien faire. Puis le gars rebelle ne l'a pas écouté. Malheureusement, j'ai retourné sur la piste à la chute, puis malheureusement... Il est arrivé une chute. Je m'ai claqué. Puis, c'est tellement bizarre comment la vie allait parce que j'avais fini mon entraînement, j'étais dans mon auto, puis j'ai sorti de mon auto pour faire un autre 100 mètres. Pourquoi que j'ai fait ça? Il y a une raison dans la vie, pour toute raison tu fais quelque chose. Puis je m'ai claqué. Ça fait des années avant que j'en parle parce que ça me faisait vraiment mal au cœur. Mais depuis la traversée du Canada, j'ai réalisé que... oui, parce qu'il faut le dire, là, je tiens à le dire, que tu as traversé tout le Canada. Je pense que tu partais de Victoria puis tu t'es rendu jusqu'à Terre-Neuve, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je pense que l'expérience de l'athlète, l'entraînement, coureur de 400 mètres, ça m'a appris c'est quoi d'être un homme qui peut être endurant. Puis un 400 mètres, je ne sais pas, il n'y a pas tout le monde qui sait c'est quoi un 400 mètres, mais un 400 mètres, c'est un tour de piste que tu fais dans le tapis. Puis c'est vraiment pas évident. Tu sais, on tient une moyenne de 11 secondes point quelques par 100 mètres sur un 400 mètres. Puis le monde ne réalise pas comment que c'est vite. Puis moi, après chaque course, j'ai pas peur de le dire, j'étais malade, puis je tombais sur la connaissance. Je me donnais à tour à 110 %. Mais c'est ça, quand c'est le haut niveau, là, qu'on parle, que ce soit les qualifications pour les Olympiques ou les internationaux, tu n'as pas le choix de te donner. Là. Ah oui, puis même tu te donnes à 110 % puis tu n'étais encore pas le meilleur. Ouais. Puis moi, je me souviens, je m'ai blessé, le monde, as-tu une chance? Non. Même à 110 % je n'aurais même pas gagné une médaille. Je m'en allais au jeu. Puis mon but, c'était peut-être essayer de faire une quart de finale ou une semi-finale. Moi, je suis réaliste aussi. J'étais un gars qui courait 47, qui courait 46 dans les relais, puis tu avais des Américains qui couraient 44. Il faut qu'on soit réaliste. Mais l'affaire qui est, c'est que j'ai beaucoup appris pour les prochains projets qui s'en venaient. Puis, c'est ça que j'ai envie de te parler, Steve, tes prochains projets, parce que même si tu n'as pas gagné de médaille olympique, juste la traversée du Canada, tous tes accomplissements que tu as eus, que la majorité de la population, monsieur, madame, tout le monde, ne se rendrait pas, tu as eu tout un parcours, puis je pense que tu as voulu vulgariser ce parcours, non seulement dans un livre qu'on voit en ce moment, mais auprès des jeunes. Je pense que c'est important pour toi de partager ton expérience aux jeunes. Après, j'ai pris ma retraite en 2009. Je suis retourné sur la piste pour une dernière fois au championnat du monde des mètres. Ça, c'est des jeunes de 40 ans et plus. Puis j'ai été faire une dernière course pour mon père qui est décédé. Puis j'avais gagné une médaille pour lui. Puis pour moi, c'était la course de ma vie. J'ai gagné une médaille pour mon père qui était décédé. Puis pour moi, j'ai terminé ma carrière là-dessus. En revenant chez nous, j'ai été remis la flamme olympique pour représenter la région d'Argenteuil. Puis ça m'avait tellement touché qu'il ait choisi moi. Il y a tellement de bonnes athlètes, il y a tellement de bons monde, puis c'est moi qui ont choisi. Puis je me souviens, le maire de la Chute, il a dit « Steve, tu es trop impliqué dans notre communauté, tu es trop là pour nos jeunes. Puis ils m'ont acheté la flamme olympique. Puis je m'ai promené, j'étais à mon école primaire, amener la flamme olympique. Puis ça, j'étais à l'école des adultes. C'est tous des décrocheurs. Wow. Puis j'ai eu la chance d'amener la flamme là, puis ils m'ont mis sur leurs épaules, puis ils m'ont demandé de partir d'une fondation. Quand j'ai parti de la fondation, puis c'est là que les projets ont commencé à aligner. Puis c'est sûr que c'était mon but de donner les outils à un jeune pour qu'il se relève, qu'on lui donne l'estime et confiance en soi, pour que ce jeune-là il atteigne ses buts personnels à eux. Pas aux parents ou aux grands-parents, à eux. À eux, c'est leur but. Rêve. Ouais. Steve, il reste 30 secondes, ça passe trop vite, mais s'il y a un dernier message que tu aurais envie de partager à un jeune ou quelqu'un qui vit des obstacles puis qui trouve que sa situation est difficile, c'est quoi que tu aurais à y lancer comme message en 30 secondes? Ce que j'ai dit avec une jeune fille que j'ai sauvée puis que j'ai adoptée, j'ai dit, quand tu tombes, il faut que tu te relèves.
Si tu ne te relèves pas, c'est fini. Quand tu tombes, tu te relèves, puis tu te donnes des buts dans la vie. Puis quand on se donne des buts, là, on travaille vers notre but. C'est important d'avoir des buts et des rêves. Steve O'Brien, un gros merci d'avoir participé. J'en aurais mangé encore pendant des heures. C'est très inspirant. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on veut en savoir plus, tu es auteur du livre L'art de persévérer. Et avec ta fondation aussi, j'imagine que les gens peuvent s'impliquer et redonner à la communauté comme toi, tu le fais depuis tant d'années. Donc, un gros merci, Steve, et à la prochaine. J'aimerais ça dire un dernier mot. J'aimerais ça que ce livre-là, c'est partagé à travers de toutes les écoles secondaires du Canada. C'est ça mon but, puis c'est ça mon rêve. Puis justement, le fait que tu sois ici, mais on le partage un peu plus aux gens. Donc, le le message est lancé. Steve, à très bientôt. Mon prochain invité est non seulement le directeur du développement des affaires de ProPrêt, mais c'est également un ami. J'ai le plaisir de vous présenter Rubén Jiménez. Comment estás? Bienvenue en français, s'il vous plaît. Bien, super bien content d'être ici avec toi. Je faisais un Como estás parce que tous les deux, on est d'origine latine. Tout à fait. Ma mère vient du Venezuela, toi tu es de la République dominicaine. République dominicaine. République dominicaine. Exactement. Puis toi, tu es né là-bas et tu es arrivé ici à 4 ans. Oui, je suis arrivé ici à l'âge de 4 ans. Puis comment ça s'est passé? Est-ce que tu te rappelles de la première fois? Je me rappelle un petit peu de la première fois, tout à fait. On est arrivé il faisait un petit peu froid en octobre. Fait que oui, on s'en rappelle tout le temps. Fait que, à chaque année, je me rappelle quand le petit froid rentre. Est-ce que c'était déstabilisant pour toi, aussi jeune que tu étais à 4 ans? Non, j'étais jeune. C'est sûr que la famille me manquait beaucoup. On était toute seule. On parle dans le milieu des années 80. Ouais. Fait que on était toute seule, ma mère, mon père. Fait qu'on commençait une petite famille ici au Québec. OK. Puis, est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont décidé de choisir le Québec? C'est des opportunités, hein? Il y a eu une opportunité. Mon père y est venu une année avant nous s'établir. Puis après ça, quand il était prêt, il nous a fait venir au Québec. OK. Puis c'est une question d'opportunité. Les gens émigrent n'importe où dans le monde, c'est pour avoir une meilleure vie. Fait que c'est la raison pour laquelle mes parents ont immigré ici au Québec. C'est souvent la raison que j'entends parce que ça fait plusieurs immigrants que je reçois à l'émission, puis il y en a qui me disent que ce soit en Europe, en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, venir au Québec, ça apporte plusieurs opportunités, que ce soit familiales, économiques, etc. Parlons de la langue française. Quelle a été ton introduction avec la langue française? Parce que j'imagine qu'à la maison, ça parlait quand même espagnol. Ça parlait juste espagnol, mais mon père et ma mère, malgré toutes les années qu'ils ont vécu ici, ils ont appris un petit peu le français, mais pas tellement. Moi, j'étais chanceux, je suis arrivé ici à l'âge de 4 ans. Ouais. Fait que tout de suite, j'ai rentré en maternelle. Fait que j'ai appris facilement le français. Ça n'a pas été difficile pour toi? Ça n'a pas été difficile pour moi. J'ai intégré automatiquement l'école après en première année. Après ça, on suit. Ça s'est bien passé pour moi, l'intégration. C'est sûr, quand on est plus petit, c'est bien plus simple. Mm-hmm. Est-ce que tu te faisais des amis québécois ou des amis latinos? Bien, tout à fait. Quand on retourne à l'arrière, 85, dans les années 85, il n'y avait pas de grosse communauté latine dans les écoles. Moi, je me rappelle que le petit foncé, c'était moi dans la classe. On en avait un ou deux. Là, c'est très différent. Je vois la classe de mes enfants. C'est le contraire. C'est le contraire. Si un blanc, si c'est un Québécois de pure souche, c'est rare. C'est le contraire. Fait que oui, tous mes amis étaient Québécois. Puis parle-moi de justement ton intégration après ça au milieu du travail. Comment tu as fait, parce que tu parlais bien français, oui, mais tu es issu d'une communauté multiculturelle. Est-ce que ça a été difficile pour toi, tes premières expériences de travail? Ou non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça s'est pas bien été. C'est sûr que des fois, il faut que tu sois bien encadré puis bien entouré. Moi, j'étais très chanceux depuis que j'ai commencé à travailler ici au Québec. J'ai toujours été dans des bonnes places, bien entouré. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis les gens, présentement, nous autres, on aide beaucoup. Moi, je travaille pour une entreprise d'économie sociale et d'insertion sociale, qu'on aide les gens à intégrer le marché du travail. Fait que même si on a de la difficulté un petit peu avec le français, on les aide, on les embarque avec nous, puis on leur montre le français. Je veux justement parler de tes responsabilités avec ProPrêt. C'est une entreprise d'économie sociale. Vous aidez les gens à intégrer notamment le marché du travail. Est-ce que tu trouves que les immigrants d'aujourd'hui ont plus de facilité que ceux, par exemple, des années 80 dans le temps de tes parents? Tout à fait. C'est plus simple. La technologie est là. Fait que des fois, on travaille avec des applications, fait qu'on cherche des mots, ils sont capables de traduire tout de suite. Moi, dans mon temps, je me rappelle que j'allais faire l'épicerie avec ma mère, puis quand elle trouvait de quoi, il fallait qu'elle fasse des signes au gars de l'épicerie pour trouver son papier de toilette, parce qu'elle ne savait pas comment le dire. Mais là, présentement, c'est facile avec les applications, c'est plus simple. Au travail, c'est la même chose. Fait que c'est beaucoup plus simple pour eux. Puis aussi, il faut dire qu'on est beaucoup plus ouvert présentement qu'au début des années 80. Là, présentement, on est tout entouré d'immigrants qui ne parlent peut-être pas le français.
puis qu'on veut tous les aider en même temps. Toi, Ruben, qui est très impliqué avec la communauté latine, je le sais que tu m'as invité à ton podcast à l'époque, qui est encore actuellement en ligne. Tu es très plugué, intégré avec la communauté latine à Montréal et au Québec. Est-ce qu'elle s'intègre facilement à la culture québécoise ou elle aime ça rester un peu dans son monde latino? J'adore ta question parce que oui, on s'intègre. Puis c'est ça, c'est un de nos défis, c'est qu'on s'intègre trop facilement et on devient invisible Pour vrai? à force d'être déjà intégré. Très différent à d'autres communautés qui viennent ici, puis en arrivant, ils demandent déjà certains privilèges, certains accommodements. Nous, les Latinos, c'est de moins en moins. Moi, je dis toujours, un Latino dans leur pays, je te parle de la République dominicaine, il va boire en train de conduire, il va faire plein de choses illégales, mais il arrive ici à Montréal, une semaine après, il respecte toutes les règles de A à Z. Fait que c'est la différence. Puis, comme je te dis, on devient transparent parce qu'on s'inclut très facilement avec la communauté canadienne, québécoise. Puis surtout, les religions font aussi l'aspect que c'est plus simple aussi pour nous à s'intégrer. Te considères-tu aujourd'hui plus québécois ou dominicain? Ou moitié-moitié? Moi, moitié-moitié. C'est sûr que mon côté dominicain est très fort parce que mes parents, malgré qu'on est arrivé ici dans les années 80, faisaient qu'ils m'ont emmené tout le temps, chaque année, j'allais à la République dominicaine. Fait que je suis très, très, très collé à ma République dominicaine. Puis je travaille beaucoup avec des gens de la République dominicaine. Fait que ça fait que mon amour pour mon pays est très fort. Mais je me considère 50-50. Puis je me bats avec mes enfants pour qu'ils comprennent l'importance d'avoir ce triple. Parce que moi, je suis dominicain, leur maman est colombienne, puis ils sont nés au Québec. Fait triple nationalité. Exactement. Fait qu'ils sont entourés de toute cette belle chose culturelle-là que j'aimerais ça qu'ils ne perdent pas, qu'ils le gardent. Ben oui, tu as raison parce que je parlais avec une autre invitée qui expliquait que, bon, c'était français, anglais, allemand, puis elle expliquait que quand elle était jeune, elle n'arrivait pas à trouver sa case. On l'étiquetait francophone, anglophone, allemand, mais comme c'était toujours mélangé. Puis avec le temps, ben, après ça, elle a commencé à trouver que c'était une richesse. J'imagine que c'est la même chose que tu veux inculquer à tes enfants. Exactement. Que tu sois un tiers dominicain, un tiers colombien, un tiers québécois, canadien. C'est une richesse, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une richesse complète. Puis même avoir des immigrants ici au Québec, c'est une richesse parce qu'on apprend tellement de choses. Les nourritures, les affaires culturelles. Puis là, tu dis, waouh, ici, je suis capable de vivre toutes ces choses-là. Quand je vais à la République dominicaine, tu sais, on est vraiment en dominicain. Et ici, j'ai la chance de sortir du studio tantôt, me rendre au bureau, puis j'ai 15 nationalités dans 2 minutes. Je vois du monde de partout. Fait que ça, c'est le fun, c'est enrichissant. Moi, j'adore le Québec. C'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le Québec. Et la beauté des gens. Les mix, les Arabes avec les Québécois, les Asiatiques mélangés, ça fait des belles personnes, ça fait des beaux... Qu'est-ce que tu aimes le plus du Québec? Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup du Québec, c'est vraiment leur façon de contribuer à faire un beau Canada. Je trouve que le Québec, il y a toujours le côté écologique, le côté développement, culturel, comment on va s'ouvrir à d'autres communautés. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Moi, je trouve que c'est la beauté qu'on a au Québec. Puis je dis toujours aux gens, le Canada est beau grâce au Québec. Parce que le Québec, moi, je trouve qu'il donne toute une autre allure au Canada. Toi qui es, encore une fois, très impliqué, je me répète, là, mais c'est vrai, tu es beaucoup impliqué avec la communauté latine qui même habite encore là-bas dans ces pays-là. Est-ce que tu vois que c'est peut-être un frein chez certaines personnes de venir au Québec à cause du fait français? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, si j'apprends l'anglais, ça va être plus facile, je suis en Amérique du Nord. » Ou, présentement, non. C'est sûr que c'est plus facile pour ces gens-là apprendre l'anglais parce qu'on donne l'anglais depuis très jeune. Là, présentement, en République dominicaine, on donne aussi le français, fait que ça l'aide beaucoup. Il y a d'autres pays en Amérique latine aussi qui donnent le français. Et c'est surtout les opportunités que le Canada offre présentement. Fait que les gens ils étudient beaucoup le français présentement à l'étranger. Puis on sait les besoins de main-d'œuvre qu'on a ici au Québec. Fait que les gens, déjà, ils sont en train de s'informer, d'apprendre beaucoup le français. Moi, je me fais appeler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour dire « OK, tu me réfères-tu un cours de français parce que je veux me préparer. » C'est un beau côté présentement des enfants. OK, cool. Puis tes enfants, eux autres, ils se considèrent comment? Mes enfants, ils se considèrent les deux. C'est sûr qu'eux, ils veulent garder leur côté latino. Ça fait toujours, tu sais, comme différent. Côté exotique. Exotique, exactement. Puis, mais ils parlent français à la maison 50-50. Toutes les amies,
des amis, des petits amis québécois. Fait qu'à la maison, tu parles plus juste espagnol? Non, là? on parle les deux langues. On parle, quand on est fâché, on parle souvent l'espagnol. espagnol. Puis, mais les enfants, surtout, nous ramènent beaucoup en français. Mais pour nous, c'est important de parler l'espagnol. On ne veut pas le perdre. Puis c'est facile à perdre. Hein? Beaucoup de fois, on parle aux enfants, puis ils nous répondent en français. Ouais. Parce qu'ils sont tellement entourés dans un monde francophone qu'ils échappent des mots. Puis tu parlerais avec mes enfants, puis ils ont un accent, tu dirais, OK, mais ils viennent de où? Ouais. Parce qu'ils n'ont pas complètement l'accent latino. Ben, moi, je trouve que c'est peu importe si tu la parles à 80 ou 50 de la langue, le fait que tu parles plusieurs langues, on l'a dit tantôt, c'est un avantage. C'est une richesse. C'est un avantage. Puis moi, je trouve que c'est là où est-ce qu'on doit miser. On doit miser, oui, on protège le français, on doit continuer à le protéger, mais on est tous gagnants. Plus de langues on est capable de parler. Puis en plus, on s'en va dans un monde tellement ouvert. Ouais. On travaille avec tellement de gens de partout dans le monde. Fait que c'est important à apprendre un petit peu de tout. Ruben, si on veut en savoir plus sur ProPrêt, sur cette belle entreprise d'économie sociale, je te laisse le mot de la fin. Tout à fait, mais vous pouvez vraiment aller sur notre site Internet, proprêt.org, une entreprise d'insertion sociale sans but lucratif. On est installé à Montréal depuis 34 ans et on fait des merveilles avec le monde. Ruben Jiménez, muchas gracias et à très bientôt. Merci à toi. Je me retrouve présentement avec une enseignante en mathématiques et immigrante également, Sofia Velikova. Est-ce que je l'ai bien dit? Velikova, mais oui, oui, très bien. OK. Tu es arrivé de Bulgarie. Raconte-moi ton parcours de la Bulgarie jusqu'au Québec. Avant de venir au Québec ou Oui, quand je suis venue déjà? Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé, je crois, avec tes deux filles, de venir t'installer au Québec? C'était un rêve. Depuis que j'étais une jeune maman, puis j'ai eu ma première fille, pour moi, je voulais qu'elle parle le français, puis elle fait du ballet. Alors, c'était comme une image de la beauté, des gestes, des paroles, un idéal. Et quand j'ai compris que je pouvais venir légalement au Canada comme résident permanent, mais j'ai sauté sur l'occasion. C'était vraiment réalisation de mon rêve. Est-ce que c'était parce que la situation en Bulgarie à l'époque n'était pas idéale ou c'était simplement une curiosité, un amour pour la culture francophone? Malheureusement, c'était le côté financier précaire qui a fait en sorte que je décide à immigrer. Okay. Mais l'occasion quand même, c'était le français parce que j'avais étudié déjà le français à l'école quand j'étais au secondaire puis au primaire. Et c'était vraiment un compte. C'était mon métier préféré, alors oui. Et raconte-moi ton arrivée à Montréal. Comment ça s'est passé? Il y a quand même beaucoup de différences culturelles entre la Bulgarie et évidemment le Québec. C'était très beau parce que nous sommes arrivés en fin d'été. Alors, c'était vert, coloré, avec beaucoup de fleurs partout dans la ville. Ça, j'ai adoré. Il fallait qu'on fasse les documents rapidement. Alors, il fallait que je me promène à Montréal pour faire les différentes cartes ou documents. Et quand j'y allais, je demandais souvent les gens pour me montrer quelle est la direction. Puis, les gens étaient toujours souriants, toujours... sympathique. Vraiment très sympathique, oui. Même si la barrière de la langue était énorme. Ouais. Et puis, quand je me faisais comprendre, j'étais toute excitée, puis j'étais très contente. C'était très, très, très beau. Et ton intégration, comment elle s'est passée? Et surtout celle de tes filles, est-ce que ça s'est bien passé? Je veux dire, le français, évidemment, c'est la langue principale au Québec. Parle un peu en anglais à Montréal, mais la langue primaire, la langue principale, c'est le français. Donc, comment s'est passée non seulement ton intégration à toi, mais celle de tes filles aussi? Mes deux filles, elles ont commencé à l'école, dans la classe d'accueil. Les deux, elles savaient, je pense, juste dire bonjour en français. Okay. Et puis, elle était inquiète pour savoir comment ils vont se débrouiller, comment ils vont comprendre les explications des enseignants. Finalement, quelques mois plus tard, ils se débrouillaient mieux que moi. Alors, c'est vraiment... Elles avaient 10 et 16 ans. C'est incroyable comment leur cerveau est une éponge. Puis elles ont appris très rapidement le français. Et
la petite, Elle s'est adaptée? elle s'est adaptée plus rapidement. La plus vieille, elle avait 16 ans. À l'adolescence, c'était un peu plus difficile pour elle. Ouais. Je pense que c'est l'âge le plus difficile à Ouais. intégrer quelque part. Et votre puis, adaptation à vous, elle était comment? Parce que si à 16 ans, c'était relativement difficile, pour vous, est-ce que c'était encore plus difficile? je ne pense pas. Je ne pense Non? pas. Moi, c'était le principal, mon but principal dès le départ était de trouver du travail. Oui. Alors, c'est la première semaine, j'ai trouvé un travail dans une buanderie. J'étais très contente parce que j'avais pas de moyens à rester à rien faire à la maison. Ben Alors, oui. c'était le but. Puis j'ai commencé très rapidement. J'ai resté de 4 heures à 8 heures tout seul à la buanderie avec des clients qui venaient. Et c'était difficile au début. Ouais. Beaucoup de gestuels, beaucoup De mimiques. des mimiques, oui. Puis le pire était quand les clients ils appelaient au téléphone. Alors là, ils n'avaient pas Oh! d'image, ils n'avaient que de son. Alors Ouais. oui, c'était tout un Ben, défi. justement, j'imagine Ouais. que ça vous a permis d'apprendre plus rapidement le français parce que quand vous avez appris le français en Bulgarie, bon, ben, vous étiez avec vos amis, collègues et tout ça, mais quand on se retrouve au Québec, dans une buanderie, que les gens ne parlent que français, que des fois au téléphone, on n'entend que le son, on ne voit pas, Oh, est-ce oui. que ça a accéléré votre Ah, apprentissage? c'est absolument. Absolument. Puis oui, j'avais appris le français en Bulgarie, mais il faisait déjà 17 ans que je n'avais pas parlé. J'avais pris des Ouais. cours un peu pour être à un niveau, mais oui, ici, c'est vraiment le fait de commencer à travailler tout de suite, d'être en contact, c'était une immersion totale. Alors, je n'avais pas le choix de comprendre et d'apprendre Ouais. rapidement. Et en même temps, pendant la journée, toute la journée, je faisais des cours, je prenais des cours de français. J'ai commencé Et à l'école des adultes comme une école où je travaille aujourd'hui. c'est ça, parce que ce que j'allais dire, c'est que vous n'avez pas toujours travaillé dans une buanderie. Après ça, votre français s'est amélioré et j'imagine que vous aviez d'autres aspirations. Donc, racontez-moi ce parcours qui vous a mené après ça à aller dans l'enseignement. Mais un an plus tard, un an et demi peut-être, j'ai passé l'examen pour rentrer à l'université. Alors, j'ai commencé un an et demi plus tard, j'ai commencé à faire mon baccalauréat d'enseignement en secondaire en OK. mathématiques. C'était à l'Université de Montréal. Et là, j'ai continué à apprendre le français. J'ai fait un an, c'était un temps plein, j'ai fait 11 cours à l'université et en même temps, je travaillais à temps plein à la buanderie. Alors, Wow! c'était une année chargée. Ouais. Et après, finalement, avec l'équivalence de mes diplômes, de mes études de la Bulgarie, plus les cours que j'ai pris cette année, mais finalement, à la fin de l'année, j'ai eu mon permis provisoire d'enseigner. OK. Et il fallait que je fasse 2 cours supplémentaires pour avoir mon brevet. Et puis voilà, après avoir fait les 2 cours, j'ai eu le brevet. Et Oui, puis, parce que même si vous n'enseignez pas le français, c'était les mathématiques, veux pas, on est dans un milieu éducatif, scolaire. Donc, votre français devait être quand même adéquat, bon pour absolument, enseigner les absolument. Et mathématiques. puis j'étais consciente dès le départ parce que je savais qu'un jour, je vais travailler, je vais redevenir enseignante de mathématiques, mais je savais que ce n'était pas possible dès le départ. Ça, c'était très clair pour moi. Ouais. Alors, voilà, pour ça, c'était pas difficile à faire les pas nécessaires. Et comment vous avez vécu ces premières années-là d'enseigner au Québec à des jeunes Québécois, tout simplement? J'ai commencé à Saint-Maxime à Laval, à une école multiculturelle avec beaucoup d'ethnies. J'ai commencé à enseigner en secondaire 5. C'était très imprévu parce que je commençais à enseigner en janvier dans des... Au plein milieu ou presque la Oui, moitié de l'année oui, scolaire. oui. Puis c'était secondaire 5, les élèves, ils se préparaient à aller au cégep. C'était... puis ils avaient un enseignant qui était très, très apprécié. Malheureusement, il avait décédé
Donc, vous aviez subitement. des grosses chaussures à Vraiment, mettre. vraiment. Et puis, je pensais que je n'avais jamais relevé le défi, mais à la fin de l'année, j'ai eu tellement de belles témoignages que je garde d'ailleurs encore à la maison. Alors, c'était mon première expérience. Puis, 2 ans plus tard, je me suis retrouvée à l'école des adultes. Puis là, ça, c'est vraiment ma place, je trouve. Et Ouais. puis, en terminant, qu'est-ce que vous appréciez le plus de vivre au Québec en ce moment? Est-ce que c'est le fait d'avoir trouvé un emploi de vos rêves? Est-ce que c'est le fait que vos filles sont dans un environnement plus propice pour s'épanouir? Est-ce que c'est le fait qu'on parle le français, qu'on a notre particularité? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être Mais ici? tout ce que vous avez nommé, ça fait partie le fait de réaliser tes rêves. Alors, il n'y a pas de limite à rêver puis de le réaliser finalement. Wow! Merci beaucoup, Sofia Velikova. Au plaisir de se Merci, retrouver. Cédric. Parce que pour moi, c'est ma langue maternelle. C'est dans la langue que j'ai appris à cuisiner aussi. C'est la langue qu'on sert à la maison. Alors, tous mes livres sont en français. Et puis, on les fait découvrir, pas juste ici, on les fait découvrir à l'Europe française aussi présentement. Les livres sont disponibles là-bas. Alors, on fait nos blagues, puis on adore ça, écrire en français. Pour nous, c'est encore plus facile, puis c'est encore plus rapide de sortir des blagues ou de juste élaborer sur un sujet. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mon prochain invité parce que il a été un de mes premiers invités lorsque j'ai commencé à animer à la télévision régionale de Laval. Kerlando Morette, bienvenue en français, s'il vous plaît. Quel plaisir de te retrouver. Ah, merci, merci. Après toutes ces années. Et petite parenthèse, je tiens à dire à notre réalisateur Alain que ce n'est pas Kerlando Monette, mais bien Morette. Blague à part, après toutes ces années-là, qu'est-ce que tu es devenu? Puis après ça, on va parler de la langue française, mais je veux que tu me parles de ton évolution. Tu as un peu plus de cheveux, mais tu as un peu plus de bagages aussi de vie et de business. Les cheveux sont en train de prouver un peu tout ça, tu vois. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Écoute, quand on s'est connus, j'étais déjà entrepreneur. Ouais. Fait que j'ai continué en ce sens. Puis j'ai eu quand même, je dirais, quand même assez de réussite. Je suis quand même assez fier de ça. Tu avais une compagnie qui s'appelait InnovaPub qui... Ouais, exactement, mais qui maintenant est rendue à DAD. Ouais. Fait que, en fait, on a beaucoup travaillé avec InnovaPub. Au départ, on faisait beaucoup d'activation de marque. Maintenant, on est rendu dans une entreprise d'affichage publicitaire. On a nos écrans installés dans différents emplacements, des restaurants, des gyms, des salons de coiffure. Et on permet à des agences marketing, entre autres, de mettre la publicité de leurs clients en tant que tel sur nos produits. Puis, en fait, on est en train de démocratiser un peu le milieu de la publicité, d'affichage traditionnel, en fait, qu'on connaissait, qu'on voyait dans les centres d'achat, mais que les petites entreprises ne pouvaient pas avoir les sous pour mettre la publicité dessus. Mais nous, on offre cette opportunité à ce que les petites entreprises puissent jouer sur la même carte que les grosses, en fait. Ouais. Et puis, qui dit business dit aussi communiquer, interagir avec les gens. Exact. J'en reviens à la langue française. Parle-moi de tes débuts, avant même que tu sois en business, en affaires. Quelle a été ta relation avec le français? Parce que tu es d'origine haïtienne, donc le créole, il y a certaines similitudes, mais il y a quand même certaines différences. Donc, parle-moi de tes débuts avec la langue française. Ben, écoute, à la maison, on parle créole. Quand j'étais en Haïti, tout le monde parlait créole. À la maison, dehors, whatever où tu étais, on parlait en créole. Mais rendu à l'école, c'était un peu différent. Ouais. Rendu à l'école, c'est un peu différent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour Haïti comme tel d'imposer de parler le français à des jeunes qui parlent normalement le créole tous les jours chez eux avec leurs parents. Puis c'était des pénalités. Là, si tu te trouvais à parler le français, on te donnait des pénalités de, je ne sais pas, 15 gourdes, il fallait que tu payes, ou des punitions carrément si on te trouvait à parler le créole. Fait qu'il fallait toujours parler le français. Puis j'ai appris le français dans cette dynamique-là. Puis une fois arrivé au Québec, j'avais déjà cette base de français. Tu es arrivé à quel âge? Je suis arrivé à 16 ans et demi, en fait. Oh, OK. Exactement. Fait que j'avais déjà un peu la base de la langue française en tant que telle que je parlais. Puis une fois arrivé ici, c'était juste apprendre à comprendre le français québécois. Oui, parce qu'il y a une différence entre le français que tu as appris. Exactement, mais c'est quand même assez plus relax d'apprendre le français au Québec que de l'apprendre en Haïti ou en France. Ah oui? Oui, pourquoi? Parce que dans ces deux pays-là, les gens sont beaucoup trop axés sur le vocabulaire, la manière qu'on va dire les choses, le pronom. Ici, au Québec, quand je suis arrivé, l'une des premières choses que je remarque, c'est que très souvent, il y a certaines personnes, beaucoup de personnes même, ils disent le pour là pour le, puis à un moment donné, même moi-même, je commence à le dire également. Fait que c'est beaucoup plus facile d'apprendre le français en vivant ici au Québec avec les gens que d'aller en France, parce qu'on a tendance, les francophones ont tendance à corriger les gens quand on parle, tu vois.
Puis aussi, au Québec, Mhm. tu sais, dans cette émission-là, on fait des capsules avec notre historien Stéphane Tessier. Mhm. Il parle beaucoup de l'aspect distinctif qu'on retrouve dans le français au Québec. Donc, Mhm. évidemment, on parle le québécois. Il y en a même qui vont aller jusqu'au joual et tout Mhm. ça. Donc, est-ce que justement cette façon de communiquer ici, ça a facilité ton intégration au Québec? Ben oui, absolument, parce que c'était pas la langue française que j'ai connue en Haïti, c'est une langue française beaucoup plus décomplexée, tu vois. Une langue française où je sais pas, c'était beaucoup plus facile de l'apprendre, beaucoup plus facile de faire des erreurs, puis de s'en rendre compte par la suite, sans que quelqu'un te pointe, du moins Ouais. dans mon entourage que j'avais ici au Québec, les gens ne le faisaient pas. À l'école, les gens ne le faisaient pas comparativement en Haïti, puis de ce que je sais en France, c'est ce que les gens Ouais. font. Fait que ça m'a beaucoup aidé, tu sais, à apprendre le joual, en quelque sorte, à apprendre les mots de joual, mais je ne Ouais. peux pas parler joual à 100%. Ouais. Mais du moins, je suis capable de comprendre quelqu'un qui parle en joual parce que c'est le français en Ben quelque oui, sorte, tu vois. ben oui. Puis tu sais, si ouais. mettons, on s'est déjà parlé au téléphone, mettons, je te connaissais pas, Ouais. je peux pas dire que tu es un Français de France Mhm, ou tu sais, mhm. comme, Ouais. t'as quand même Exactement. Ben, c'est ça aussi. Ma relation avec la langue française, c'est aussi toutes les ambitions que j'avais, tu vois. Je suis un entrepreneur, mais avant tout, je suis quelqu'un qui a étudié en cinéma. J'ai toujours aimé le milieu de la télé. Puis une chose que j'ai remarqué en venant ici, c'est que pour pouvoir faire de la télé, ben, il fallait se conformer, tu vois. Fait que j'étais jeune, je me suis conformé. Puis en même temps, j'ai vu que même en étant conformé, ça ne fonctionnait pas. Puis je m'étais dit, parce que tu sais, c'est comme une nouvelle langue qui était carrément devenue ma langue principale, en quelque sorte. Puis fait que je pouvais la modeler, la manière que je pouvais le parler, tu vois. Puis tu te faisais pas corriger au Exactement. Fait que trois secondes. Exactement. Fait que je pouvais modeler la manière que je voulais parler. Puis je m'étais dit, ben, je vais parler un français international, ce qui me permettrait de pouvoir faire du doublage à la télé, tu vois. Ouais. J'avais toutes ces ambitions-là quand j'étais plus jeune du monde de la télé, ouais. Tu as encore des ambitions aujourd'hui, Ouais, Carlado, je parce que oui, tu es là, mais tu as ta compagnie. Ouais. Tu es beaucoup dans l'aspect publicité, dans les Absolument. médias. Et puis ce français que tu communiques aujourd'hui, j'imagine, t'aide dans la Absolument. réalisation de tes projets. Absolument. Tu vois, même dans le milieu de l'affichage publicitaire au Québec, il faut faire attention à la manière qu'on met de la publicité, tu vois, la manière que c'est écrit en français ou en anglais, mais il y a toutes sortes de règles à prendre en compte par Puis il y a la rapport loi à ça. 101 aussi. Exactement. Il y a la loi 101 qui me touche pas beaucoup, mais tout de même, tu vois. Même si ça ne te touche pas, il vaut mieux te conformer dès le départ et plus tard, quand ça va te toucher, ben, tu seras déjà prêt. Mais c'est ça, quoi. Je pense que l'entrepreneuriat, pour moi, au Québec, il fallait que je parle français, je ne faisais pas le choix. Fait que le fait que j'avais la base du français, fait que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aller rencontrer les gens, parler aux bonnes personnes, avoir du mentorat, entre autres, tu sais, communiquer avec les gens, puis c'était le français maintenant, c'est ça, quoi. Puis je vais aussi parler de ton podcast parce que tu en as un. Exact. Parle-moi du concept. Eh bien, évidemment, je crois qu'on parle français. J'ai écouté un épisode et je le sais qu'on parlait français. T'as écouté juste un épisode? Je sais que je devrais en écouter plus, mais faut que tu l'affiches plus souvent sur Facebook, puis je vais le regarder. Effectivement, en fait, c'est ça. Moi, je partage rarement les choses. Je partage un peu, puis je laisse courir, quoi, tu vois. Ouais. Mais le Black Ink podcast, le Black Ink, c'est pas très français de dire black, mais de manière générale, c'est carrément. Je sais pas si c'est intégré dans la petite. Comment on appelle le petit dictionnaire, là? La rose ou je sais plus trop quoi. Le petit Robert, peut-être, I don't know. Mais... I don't know. Et voilà, je sais pas. Et voilà, tu vois. Mais c'est ça la beauté. Je veux que tu me parles quand même de ton podcast, mais c'est ça, je pense, la beauté de la langue française au Québec, c'est que on a un petit peu cette flexibilité et vu qu'on est en Amérique du Nord, on est entouré d'anglais, puis je veux pas dire qu'il faut toujours utiliser des anglicismes, mais tu as dit 3-4 mots en anglais dans ta phrase, puis je t'ai bien compris. Exactement. Fait en revenons-en au podcast, OK, le titre est en anglais, mais le concept en tant que tel, vous communiquez en français. On communique tout en français. Le podcast n'est pas en anglais du tout. De toute façon, mon anglais n'est pas assez bon pour que j'anime un podcast avec, tu vois. Fait que, mais je vais juste faire une parenthèse par rapport à la langue française avec tout ce qui, tout l'effet que les gens en parlent beaucoup. Je crois qu'on devrait plutôt mettre, à mon avis, bien sûr, on devrait pouvoir mettre le fait qu'on soit en Amérique du Nord et non pas dans les Caraïbes. On dit les Caraïbes parce que les Caraïbes sont très francophones, beaucoup francophiles. Fait que je trouve qu'il y a matière, toi qui es en marketing, c'est un aspect pour se démarquer des autres. Oui. Je pense qu'on devrait davantage le mettre de l'avant comme une langue sexy. C'est le mettre de l'avant pour que les jeunes,
et non pas imposer de parler le français. Les gens qui sont venus ici au Québec, on sait déjà très bien, mais il faut le mettre de l'avant. Il faut mettre la langue de l'avant de manière à ce que nos artistes puissent l'embrasser, puis en parler, puis créer comment on appelle ça encore, pour qu'ils puissent créer de la valeur en tant que tel. Ben, c'est un peu ça le but de l'émission ici. Exact. On veut faire rayonner le français. C'est important, selon moi, d'être conscient de toutes les particularités de la langue française, parce que veut pas, on découle toutes du vieux continent, de la France, mais c'est le fun, tu as le français des Caraïbes, tu as le français en Afrique, et même ici au Canada, il n'y a pas juste le français au Québec, tu as les franco-manitobains, franco-ontariens, même aux les États-Unis, il y a maritimes. des francophones. Tout à fait, tout à fait. Même aux États-Unis, il y a des francophones. L'idée, c'est d'en parler davantage. C'est comme, par exemple, je veux dire, le français s'exporte super bien. Mais les gens au Québec, on a l'impression que non, mais le français s'exporte super bien. On n'a qu'à voir le Cirque du Soleil. Ils ont gardé leur nom, puis ils ont fait exprès de garder leur nom. Les gens trouvent le français exotique. Fait que c'est à nous de leur dire, oui, guys, le français est exotique. Tout comme la France, Paris arrive à vendre Paris comme un endroit magnifique. Écoute, j'aime pas Paris. Mais t'aimes Montréal, t'aimes Laval, t'aimes le Québec. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est on a une langue, on a une particularité, entre autres, dans l'Amérique du Nord. Il faut qu'on arrive à le mettre de l'avant pour vendre nos affaires comme il faut, quoi. En terminant, Carlando, si on veut en savoir plus sur toi, avec tes projets et tout ça, je te laisse le mot de la fin. Écoute, mon nom est Carlando Morette. Écoute, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, entre autres LinkedIn, Facebook, Instagram, le même nom, ça ne change pas. Et pour parler du podcast, grosso modo, il faut le plugger en tant que tel. Écoute, on a fait une saison qui est sortie, qui est extraordinaire. Je pense que la saison 2 sort bientôt aussi. Fait qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup du milieu des affaires, mais avec des entrepreneurs noirs en tant que tels. Le Black Ink Podcast. Un gros merci, Carlando Morette, et au plaisir de te retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Et oui, toute bonne chose a une fin. C'est déjà le temps de se laisser, ou presque. Permettez-moi de remercier tous les invités qui ont participé En français, s'il vous plaît. Merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que si vous voulez revoir nos émissions ou consulter toute la programmation de TV Laval, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook ou encore même notre chaîne YouTube. Et maintenant, je vous laisse en chanson de la langue française. À bientôt. Quelque part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer. Il y a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Puis y'a les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. S'il y a un party dans les îles, on prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. On peut dire qu'il n'y a pas grand-chose chez nous. Dehors, les vieux prennent leur café debout. Puis on se commande de la pizza, pas le choix. C'est la seule chose qu'on a. Puis y'a les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. S'il y a un party dans les îles, on prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Si l'ambulance passe dans notre coin, on est sur le balcon, le téléphone en main. Si tu tombes amoureux d'une de nos filles, il faut aussi gagner le cœur de l'île. Puis y'a les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. S'il y a un party dans les îles, on prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien.
grande ville, c'est juste un village. Le livreur de lait passe encore le matin. On vit de pêche à glace, de bateau, de bord de l'eau. J'aime ça, on est tous des voisins. Et puis au jour de l'an, au sous-sol de l'église, il n'y aura pas de décompte, je sais qu'ils seront tous là. Ma tante, mon oncle, moi sur le stage de bois. Et on boira à mon hommage aux îles. Puis les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. S'il y a un party dans les îles, prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien.